Please welcome to the stage Dr. Robert Orr, Special Advisor to the United Nations Secretary General on Climate Change and Dean of the School of Public Policy at the University of Maryland. Good morning, ladies and gentlemen. It's my distinct pleasure to welcome Minister Hakima El Aiti of the Kingdom of Morocco to the stage. Many of you in the room already know Minister El Aiti, but for those of you that don't, you will very soon. Minister El Aiti will be leading the charge to the 22nd Conference of Parties in Marrakesh in November of this year. And so it is my distinct pleasure this morning to welcome her to talk a bit about what we can expect in the year ahead. And Minister, I would like to begin by simply asking you what it is that, given the importance of the Paris Agreement, landing the action agenda and the multi-stakeholder approach into the agreement, what can we expect from the year ahead to make sure that this realizes its potential? Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous demande de prendre votre microphone. Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Madame la ministre, Monsieur le président de la Banque mondiale, Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis ravie de faire partie du débat aujourd'hui et je voudrais commencer par remercier Monsieur le secrétaire général. Vous remercier à plus d'un titre. D'abord pour avoir créé cette dualité au niveau des négociations des COP. Parce qu'avant, les COP, c'était des réunions de partis et des réunions de ministres de l'Environnement. Aujourd'hui, nous avons des COP duels, des COP où les acteurs non étatiques, nombreux, aussi nombreux soient-ils, sont partie prenante des négociations et c'est qu'avec eux qu'on peut faire du chemin. Donc merci pour ça. Je voudrais vous remercier aussi de ce sommet parce que vous avez placé au cœur de ce sommet l'agenda de la COP22. La COP22, et je l'ai déclaré à Lima quand j'ai déposé la candidature du Maroc, était proposée comme étant la COP de l'action. Dieu merci, ça n'a pas changé parce que Lima a été une COP pour les négociations. Paris nous a permis d'avoir des décisions et de sortir avec un accord historique et la COP22 est toujours proposée comme la COP de l'action et on y est aujourd'hui. Donc merci, Monsieur le secrétaire général. Alors que peuvent faire les acteurs non étatiques que les gouvernements ne font pas? Eh bien, vous savez que l'essentiel des émissions de gaz à effet de serre sont émises par les multinationales et par les sociétés privées. L'essentiel des gaz à effet de serre sont émises au niveau des territoires et 80% des actions sont sur les territoires de lutte contre les changements climatiques, sont sur les territoires et sont menées par justement les acteurs non étatiques. Donc si on continuait à négocier seul, on pouvait négocier encore pendant 20 ans et ne pas avancer. Heureusement, nous avons intégré le secteur privé, les acteurs non étatiques au niveau de cette dynamique des négociations et heureusement, nous avons vu qu'ils étaient en avance par rapport à nous. Et moi, je vous rappelle un chiffre qui m'a étonnée. Les 550 milliards de dollars qui ont été investis dans les énergies renouvelables entre 2013 et 2014 représentaient 56% des investissements qui ont été faits dans l'énergie. Et ça, c'est qui? C'est le secteur privé. Nous avons en France écouté des maires qui sont venus de la planète entière, des États-Unis, de France, de Chine, qui nous parlaient de villes à énergie positive, de quartiers à énergie positive. Donc, les acteurs non étatiques, des fois nous donnent des leçons, des fois sont beaucoup plus avancés que nous. Mais la vraie question, Monsieur Orr, et j'adore votre nom,
la vraie question, c'est de dire et de nous dire, nous, en tant que politiques, qu'est-ce que nous attendons des acteurs non étatiques dans le cadre de cette trajectoire où nous voulons aller? Et la vraie question, c'est de se dire, qu'attend-il de nous en tant que parti? Et en répondant à ces deux questions, nous allons trouver le chemin et nous allons aller plus vite. Alors pour la première question, qu'est-ce que nous attendons? En tant que parti, nous avons vu, et Monsieur le Président de la Banque mondiale et Monsieur le Secrétaire général ont parlé des impacts des changements climatiques. Les impacts des changements climatiques, ce n'est pas demain. Nous les avons vécus depuis les années 60 au Maroc. On a commencé notre politique d'adaptation dans les années 60. L'Afrique, les États insulaires, les États du Pacifique souffrent tous les jours des impacts des changements climatiques. Et donc aujourd'hui, nous avons la faim. Aujourd'hui, nous avons un manque d'accès à l'eau potable. Aujourd'hui, nous avons une migration intense. Aujourd'hui, nous avons une instabilité au niveau des villes et des métropoles africaines. Mais aujourd'hui, nous avons aussi des risques de sécurité incroyables. Et donc, tous ces impacts, on les connaît. Et encore une fois, je voudrais remercier Monsieur le Secrétaire général d'avoir, cette année, mis les objectifs de développement durable sous la bannière de la lutte contre la pauvreté et de la dignité. Et et merci pour la France d'avoir donné à cet accord de Paris cette synergie avec les objectifs de développement durable. Et on a commencé entre l'accord de Paris et les objectifs de développement durable à parler de la même chose. Nous voulons transformer les sociétés. Et on ne peut pas transformer les sociétés en faisant des speeches, Monsieur Orr, et en faisant de beaux discours. Nous ne pouvons le faire que grâce à ces gens-là qui sont dans la salle et grâce à l'action. Et donc, aujourd'hui, nous vous attendons tous parce que nous voulons que vous veniez au Maroc, mais pas pour exposer des technologies conventionnelles, des technologies qui ne nous permettraient pas d'atteindre les objectifs qui sont promis par l'accord de Paris et qui sont promis par les objectifs de développement durable. Pour moi, c'est la dignité. C'est ça l'objectif. Nous vous attendons avec de l'innovation. Nous voulons que vous innoviez parce que l'être humain a montré qu'à chaque fois dans l'histoire de l'humanité, il y avait un problème. Les êtres humains ont suffisamment de neurones pour réagir et pour créer et pour innover. Et donc c'est de ça que nous avons besoin. Et ce n'est pas avec des discours qu'on va le faire, c'est avec le secteur privé. Donc qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Ils attendent de nous des stratégies, des visions, de la clarté, de la transparence. Ils attendent de nous une trajectoire et ils attendent de nous des engagements sur des politiques publiques cohérentes, Monsieur Orr, cohérentes. Et la cohérence, c'est ça ce que veut le secteur privé, parce que le secteur privé investit, il a besoin de garantir ses investissements et il a besoin de sécuriser ses investissements et surtout, mesdames et messieurs, il a besoin de faire du business et de gagner de l'argent. So perhaps now, instead of calling you Madam Minister, I'll call you Madam CEO. I've seen you speak on many subjects, but one of the subjects I've seen you get most passionate about is the price of carbon. You just talked about incentives for business and for the private sector. What do you see in the year ahead for advancing issues around the price of carbon, around subsidy issues? Bien, je crois que je vais répondre dans le même sens. Quand on a commencé à parler du prix du carbone, je m'affiche déjà, je suis une supporter et je soutiens la création d'un prix carbone. J'ai d'ailleurs fait beaucoup de lobbying pendant la COP 21 pour que le prix du carbone soit inscrit dans l'accord. Il n'a pas été d'une manière directe, mais
on a essayé de le faire dans l'accord. C'est juste pour vous dire que je suis totalement pour un prix carbone. Maintenant, quand on parle du prix carbone, il ne faut pas réfléchir prix. Moi, je suis étonnée à chaque fois d'entendre des ministres s'avancer en disant « Oui, on va fixer $100 par tonne, non $30, non $15. » Mais là n'est pas le problème, Monsieur Orr. Le problème est dans la vision holistique que nous voulons donner à ce marché avec un prix carbone. Quand on veut créer un prix carbone, vous allez voir que la répartition des intérêts et la distribution des pouvoirs et la compétitivité des entreprises au niveau mondial n'est pas la même. Et donc, si demain on parle prix carbone entre les multinationales qui sont intéressés dans le prix carbone, ils vont vous dire oui, on va créer un prix carbone, il faut augmenter le prix. Mais si vous invitez tout le monde autour de la table, toutes les parties autour de la table, ceux qui veulent un prix carbone et ceux qui résistent à la création d'un prix carbone, et on se met d'accord, quel est l'intérêt d'avoir un prix carbone? Et puis comment l'argent et les fonds financiers de ce prix carbone vont servir les objectifs de Paris, et vont permettre d'aider et d'orienter une partie des flux financiers vers les pays qui en ont le plus besoin. Si vous parlez de prix carbone à un pays en développement, il va vous dire la différenciation. Nous n'avons pas pollué, vous avez la responsabilité historique de la pollution, c'est vous qui pendant des siècles vous avez pollué, c'est vous qui devez payer le prix, nous on ne paye pas. Mais si vous dites à ces pays-là, on est disposé à avoir un plancher de prix carbone, vous devez contribuer comme vous l'avez fait pour les contributions, les NDCs. Vous devez le faire par solidarité mondiale. Mais une partie de ce fonds va être reversée pour financer le développement dans vos pays. Une partie de ce fonds va être reversée pour financer les mesures de riposte dans vos pays. Peut-être qu'on réussira à mettre en place un prix carbone. So we talk about there's a great wave of momentum coming out of Paris and the historic signing ceremony in New York just 2 weeks ago. But in the year ahead, what would you expect our biggest hurdle will be in implementing the Paris Agreement? And how do we get over that hurdle? Bon, déjà, je vais vous dire que c'est la 4e fois ou la 5e fois que je suis aux États-Unis pour cette histoire de climat et de négociations climatiques. Et la prochaine fois, ça sera au Maroc. Et la dernière fois, vous m'avez fait parler en anglais. Aujourd'hui, je parle en français. J'espère que toute la salle comprend ce que je dis. Donc, quel est le plus grand challenge qui nous attend après l'accord de Paris? Eh bien, moi, je vais vous répondre très simplement. Pendant 20 ans, on a perdu la confiance dans les négociations climatiques. Moi, en tant que ministre, quand je suis arrivée, mon conseiller est venu me dire « Voici un dossier de négociation sur le climat ». Je lui ai dit « Ça fait 20 ans que vous négociez. Moi, j'ai un mandat de 3 ans. Je n'ai pas de temps à perdre et aller encore négocier pendant 3 ans alors que j'ai des choses à faire au niveau du Maroc. » Et mon conseiller a insisté, il m'a dit « Il faut t'occuper du climat, c'est important. » Sachant que je suis une spécialiste de l'environnement et pendant 20 ans, je n'ai fait que ça. Et donc, pendant 20 ans, on a perdu confiance. Paris nous a permis de regagner cette confiance. Paris nous a permis de retrouver le consensus, un consensus difficile qu'on a pensé jusqu'à la dernière minute, la veille de la signature de l'accord, impossible. Nous l'avons réussi, c'est magnifique, c'est beau. Mais comme a dit Monsieur le Président de la Banque mondiale, Paris, ce n'est qu'un début. C'est magnifique d'avoir un très bel accord. Encore faut-il maintenir la confiance qu'on a retrouvée à Paris. Et c'est mon plus grand challenge, non seulement au niveau de la COP22, mais au niveau de toutes les COP qui vont venir. Il faut maintenir cette confiance, il faut cultiver cette solidarité, parce que demain, à Marrakech, les Africains vous attendent. Ils ont 500 millions
de terres dégradées. Ils ont 300 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Ils ont des millions et de millions de personnes qui migrent chaque année. Et ici, quand on parle de migration, on pense à la migration du sud vers le nord. Non, j'aimerais que vous regardiez la migration au niveau des métropoles africaines qui sont entourées de bidonvilles où il n'y a pas d'assainissement, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de scolarité, il n'y a pas d'infrastructure. Et donc ces pays-là nous attendent à Marrakech, attendent des solutions à Marrakech. On ne va pas leur dire, attendant après 2020 la mise en œuvre de l'accord. Et si demain l'accord rentre en vigueur, une entrée précoce de l'accord, on ne va pas leur dire, attendez que le GIEC sorte le rapport sur l'adaptation, attendez qu'on nous sort, le comité de la finance nous sort le rapport sur la finance. Non, ils n'ont pas envie d'attendre. Ils ont besoin d'avoir des annonces à Marrakech. Et c'est pour ça qu'au niveau de la feuille de route pré-2020 marocaine, au niveau de la présidence marocaine, nous faisons de la feuille de route pré-2020 un grand challenge. Et dans cette feuille de route, on veut de l'action. On veut une ligne de financement rapide pour les projets bancables. On veut une mobilisation de la communauté internationale pour aller préparer les dossiers bancables pour ces pays. On veut aider les pays les moins développés et les plus vulnérables à préparer leurs dossiers de développement, leurs NDCs, leurs plans nationaux d'adaptation. On veut éclairer l'Afrique, tout simplement, mais pas avec 10% en 2015, 5% en 2016. L'Afrique est une tache noire. On veut que les pays qui souffrent et qui sont menacés des remontées d'eau tous les jours et leur système d'alerte, qu'il y ait des annonces pour dire « nous généralisons les systèmes d'alerte dans ces pays ». On veut que l'amendement du protocole de Montréal rentre en vigueur parce que ça va nous permettre demain de diminuer le gap de température en 2020. Donc on veut tout simplement ce que vous avez inscrit sur ce mur. On veut, mesdames et messieurs, de l'action. Well, thank you, Dr. Alaiti. I know that some people consider having a PhD makes you overeducated. In this case, we know that our leader going into this next year is a very practical and passionate woman who will lead us well. Thank you very much. It's me. Thank you very much. Thank you. C'est pas fini. Je voudrais que, s'il vous plaît, je voudrais que vous applaudissiez Monsieur Orr pour la qualité de l'éducation qu'il a donnée à sa fille. Et je vais vous dire pourquoi. La fille de Monsieur Orr, en regardant un magazine, a vu la centrale solaire de Ouelzazet. Et elle a dit à son père, « Papa, quand les États-Unis vont être aussi avancés que le Maroc ?» Donc, s'il vous plaît, applaudissez-la. Please welcome our moderator, Dr. Andrew Steer.